Ouais, que je suis bon, que je suis fort, je suis beau. Incendie, retrouver des cadavres. Malheureusement pour moi, j'ai pas été pris. Et là, j'ai pris un vieux coup dur là. J'ai trouvé une entreprise qui m'a accepté, qui m'a donné ma chance. Bonjour à tous, dans ce premier épisode d'En pleine trajectoire, le podcast qui parle des jeunes pour les jeunes. L'idée c'est de raconter des parcours, des histoires, des moments vécus, des galères traversées pour essayer d'avancer tous ensemble. Aujourd'hui, c'est le premier épisode que je tourne et donc c'est le premier invité que j'accueille. C'est un ami que je connais depuis très longtemps. Et là j'arrive devant chez lui, donc on va le récupérer. Ce premier épisode s'annonce dantesque. Alors là, oui. Première question. Qui le sera sur tous mes podcasts? Question qui sera iconique dans quelques épisodes, mais qui ne l'est pas encore parce que tu es le premier invité. Ok. Peux-tu nous dire, Adrien, comment on s'est rencontrés, où et depuis quand? Ça fait depuis le collège qu'on s'est rencontrés. C'était en 4e, si mes souvenirs sont bons. 4e, début de 4e. Et puis rencontrés en classe, forcément. Et puis après, sur les échasses. Je me suis dit qu'on s'était peut-être rencontrés en 5e, à l'arrêt de bus, quand t'es débarqué. Et ensuite, en effet, il y a eu les échasses qu'on racontera plus tard. Ouais, à arrêt de bus, quoi. Forcément, on était des voisins. Donc, arrêt de bus, on prenait tous les matins et puis tous les soirs, quoi. Enfin, après cette anecdote, passons à l'étape quand même importante de ce début de podcast, c'est de te présenter. Donc, Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout simplement? Je suis Adrien. Bonjour. Ça fait plaisir. Adrien. Et puis je suis concarnois. On va dire. Enfin, je suis né à Quimper, mais j'ai beaucoup vécu à Concarneau. Et puis là, en ce moment, je suis dans l'Ille-et-Vilaine pour le taf. Et je suis technicien poseur dans le photovoltaïque. Est-ce que tu peux dire ce que c'est? Ouais, alors c'est très vaste, parce que les panneaux photovoltaïques, souvent on confond avec le panneau solaire. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que le panneau solaire, il va chauffer ton eau sanitaire et le panneau photovoltaïque va créer tout simplement de l'électricité. Voilà, moi c'est vraiment basé que sur l'électricité, donc tu fais de la pose, tu mets ça sur les toitures et tu fais toute la partie élec, raccordement jusqu'à la maison, quoi. Ok, super. Et on y reviendra sûrement en fin de podcast à comment t'en es arrivé à pratiquer ce métier. Mais on va remonter en arrière. Au tout début du podcast, tu as dit une petite phrase qui m'a touché l'oreille. Tu as dit « je suis concarnois ». Alors pas tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi au tout début, un peu, et quel est ton parcours, les premières écoles que tu as faites, etc. Ouais, alors moi du coup je suis né à Quimper et après mes parents ont vécu. Alors j'ai d'abord habité à Quimper vite fait. Okay. Bon, ça c'est les premiers mois. Quand je suis né. Tu t'en souviens pas normalement? Non, pas du tout. Et après, on a vécu à Rosport-dans-l'Aisne, qui est juste au nord de Concarneau. J'ai fait jusqu'à ma grande section là-bas. Et après, on a déménagé à Rennes, à Orgères, où j'ai fait de ma CP jusqu'à ma 6e là-bas, okay. Quand même. Et puis après, on a redéménagé. Et puis là, on a redéménagé à Concarneau. Et puis... voisin d'Alexis. Incroyable, quelle histoire. Voilà. T'étais un élève comment à l'école sur la période primaire, collège, lycée? Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de passionné au fait de lever le matin et d'aller à l'école? Est-ce que c'était galère les études? Est-ce que c'était cool? Voilà, c'était quoi ton ressenti par rapport à ça? Bon, à l'école, c'est pas fait pour moi, je crois. Et je crois que je l'ai vite vu. Mais je me suis accroché quand même. C'est important quand même de faire des études. Ça crée quelque chose en toi parce que forcément t'essayes de te reconnaître dans ce que tu peux faire plus tard. Et tu cherches, même si c'est avec des maths, du français, de l'histoire, tu vois. Mais ça donne une rigueur parce que au final il faut se lever tous les matins, tu pars le soir, ça te donne des journées types. Et non, j'étais pas très école, mais ouais, je me suis débrouillé pour toujours avoir la moyenne et passer au moins toutes les classes. Ouais. Même si j'ai redoublé la seconde. Ok. Mais je me suis toujours accroché et mes parents m'ont bien poussé aussi à m'accrocher, donc
Donc voilà, et puis je suis allé au final jusqu'au BTS. Ouais, c'est ça, tu as fait bac plus 2 au final. Ouais, j'ai fait un bac plus 2. Donc, On va y revenir sur ce choix d'études que tu as faites. Mais tu as fait quel sport quand tu étais jeune aussi? Parce que c'est important pour toi, tu as toujours pratiqué du sport. Est-ce que tu peux nous dire lesquels? Pourquoi tu as fait d'ailleurs un choix de sport plutôt qu'un autre, etc. Au départ, alors c'était à Rennes. J'ai fait du tennis. J'ai commencé par le tennis, ou alors j'ai commencé par de l'athlétisme, je me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, je pratiquais les deux. Alors je pense que c'est plus les parents qui m'ont inscrit. Ouais. Peut-être que c'était un choix de moi aussi quand j'étais petit, mais en tout cas, j'ai bien adhéré aux deux. Et puis après, le tennis, j'ai continué pendant au moins 8 ans, jusqu'à quand on a même déménagé à Concarneau. Ouais. Et après, c'était impossible de suivre avec les études. Ouais, puis surtout, il y a une autre activité quand même qui est rentrée dans ta vie. Ouais, les échasses urbaines, surtout. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, nous dire dans quel cadre tu as intégré ce truc-là et qu'est-ce que tu en as fait au final? Parce que c'est une grosse expérience quand même. Très 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 grosse même. C'était du coup début 4e, je rencontre Alexis et puis il me parle des échasses urbaines, il me donne une info comme quoi ils font des cours. Ouais. Et je me suis dit go essayer quoi, il y a rien à perdre de toute façon. Donc je suis grave chaud. Et puis en fait j'ai kiffé de ouf et on en a fait jusqu'au Covid. Alors ok, tu te mets à faire ce sport-là, t'intègres au début de base les cours, un peu de manière simple, comme un élève qui ferait n'importe quel sport, du foot, du tennis, du hand ou que sais-je. Mais finalement, qu'est-ce que l'expérience est devenue au fur et à mesure du temps pour toi? L'expérience de beaucoup de choses, parce que au final, moi alors à l'école, j'étais très timide. Ça, il faut le savoir. Et alors, je prenais très peu la parole, ou je ne voulais jamais la prendre. Et un peu grâce aux échasses et puis à l'association là, c'est que du coup je me suis investi dedans et puis on faisait des événements caritatifs ou autres sur des événements sportifs, etc. Et puis on faisait des initiations plus des démonstrations où il fallait montrer comment on se démerdait sur les échasses, ou même initier à des personnes qui ne connaissaient pas comme au départ. Et donc du coup ça crée ça crée un lien social forcément avec des gens qu'on ne connaît pas. Et puis il faut que ça adhère tout de suite avec cette personne-là, parce que faut qu'elle te donne sa confiance, parce que c'est quelque chose de nouveau pour elle. Mais ouais, c'était vraiment sur cette partie-là que ça m'a aidé, surtout au niveau social, et pouvoir prendre la parole et ouais, c'est vrai que ça me libérait en quelque sorte en fait. Donc tu as fait tes études collège normal, tu as fait une première seconde et après tu t'es orienté vers un autre lycée que celui qui est le lycée classique. Voilà, voilà, ça c'est les imprévus de la route. Petite marche arrière dans un chemin de campagne. Dans le podcast là, alors ça, ceux qui vont le voir sur YouTube, ils vont voir ma tête changer au moment où je vois la voiture et je me dis ça passe pas. Parce qu'on est sur des chemins de campagne, évidemment. Il y a un peloton en plus qui arrive en face. C'est aberrant. C'est très drôle. Alors, je vais reprendre où je voulais en venir. Tu une première seconde, tu as fait une deuxième seconde, mais surtout, tu as choisi une spécificité de bac. C'est-à-dire qu'à Concarneau, on a un lycée, mais qui ne propose pas les options que toi, tu voulais faire. Ouais, c'est ça. Donc, tu as changé de lycée de secteur et du coup, tu as choisi un bac spécifique. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est comme bac et pourquoi tu avais fait ce choix-là? Le bac, alors c'était l'option, c'était STI 2D énergie-environnement. Okay. Pour ceux qui connaissent, il y a d'autres spécificités dans le STI 2D, comme architecture, SIN et e-tech. Moi, j'ai choisi de prendre énergie-environnement parce que depuis assez petit quand même, on m'a mis un peu dans le bain de l'électricité, et puis c'est pas quelque chose qui me déplaisait. Donc je me voyais bien aller dans cette direction-là, même si c'était un peu forcément flou, parce que c'est un bac général et plus des options qu'on te rajoute, si tu veux, un peu comme pas comme le sport, mais c'est un peu comme en bac pro, si tu veux, où on te rajoute des matières un peu vraiment spé. Là, c'était vraiment spé type élec. Donc je suis parti là-dedans, ça me plaisait, puis
Bon, je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein. Bah ouais, Un peu ouais. perdu au départ, forcément, parce que tu sais pas trop aller où, dans quelle filière, donc tu dis pourquoi pas, et puis au pire, je changerai, parce que si tu veux, nous, on avait la possibilité quand même de pouvoir faire une année STI 2D, celle qu'on voulait un peu, et puis Changer après d'option l'année suivante. changer l'option. Ok. Alors il me semble que ça a changé maintenant, la STI 2D, c'est que en première année tu fais un peu de tout. Ok. Il me semble, hein, je suis pas sûr, hein. Redites-moi si je dis des conneries. Et puis la dernière année tu choisis vraiment ta spé, et c'est là où tu te mets à fond dedans, quoi, dans l'option, quoi. Ok. Avant de passer à la suite post-bac, est-ce qu'il y a un événement marquant à peu près jusqu'au bac, un truc dans ta vie où tu te dis bah heureusement que ça m'est arrivé, ou au contraire une galère, tu te dis bah ça c'était les premières galères que tu as affrontées, ou le bon événement qui est arrivé jusqu'à tes 18 ans à peu près? Alors là tu me mets une pile, là. J'en sais rien. Non, pas forcément. Ah, est-ce qu'il y a eu je sais pas, un phénomène, ça peut être un sport, une compétition à un moment donné que tu as gagné, ça peut être une prise à l'oral, ou au contraire, ça peut être une déception, une défaite, une galère, un échec dans un truc. Peut-être pas. Non, pas forcément. Bah après, c'est vrai que la seconde, la redoubler, je t'avoue, ça met un peu un coup au moral, tu vois. Ouais. Et ça, justement, tu le vis comment? Du coup, tu vois tes potes passer à la classe suivante. Ouais. Ça, Tu te dis, je vais devoir me refaire des potes alors que j'étais super pote avec ma classe. ouais, c'est vrai que alors ouais, moi je m'en foutais un peu, parce qu'au final, tu vois, je suis parti au lycée dès la seconde. En fait, Ouais. j'ai quitté presque tout le monde de Concarneau, Sérieux. et en fait, je me suis vite refait des potes en seconde. Mais après, j'ai redoublé, il fallait se refaire des potes. Et non, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai que quand t'apprends qu'il va falloir que tu redoubles, ou passer en bac pro, ou parce que t'es pas assez bon pour passer au-dessus, c'est vrai que ça te met un peu en coup au moral. Ouais. Mais en vrai, je pense qu'il faut s'accrocher. Puis moi, j'étais persuadé que le général, c'était fait pour moi. Je voulais pas forcément partir en bac pro, parce que les bacs pro qu'ils proposaient au lycée me Ouais, plaisaient te pas. plaisait pas. Donc je voulais vraiment partir en STI 2D, moi, et donc j'ai continué dans la seconde. Mais en fait, c'est un bien pour un mal au final, parce que j'ai appris peut-être à mieux travailler. Ok. Ça Et, t'a appris peut-être une rigueur. Ouais, c'est ça. T'imposer des résultats et te dire ok, faut Ouais, que j'aille taper cette barre là de résultats ouais, c'est ça. pour la suite. Et ouais, je pense que les parents, ils ont bien fait de me faire redoubler, ouais. J'étais bien content au final. Ouais, c'est pas une fatalité, hein, c'est Non, c'est vrai que ça met un coup au moral au départ, mais puis après, plusieurs années à venir, tu te dis, bon, au final, ouais. bon, au final, c'est une année, c'est pas grand chose, hein. Si t'y perds pas, en fait. Oui. Vraiment, Ouais. non, vraiment pas. Et t'avais fait tout ça t'avais fait ton choix de bac en visant un métier en particulier, ou est-ce que quand t'étais petit, tu te dis bah moi c'est ça que je voulais faire? Comment t'avais construit un peu ce premier? Moi, ouais, parcours. pas du tout. Moi, alors j'ai fait l'élec parce que, si tu veux, c'était un choix où je me disais bon, ça sera la sécu. Ouais. Parce que moi, depuis tout petit, à l'âge dès la 6e, je me dis la gendarmerie, incroyable, tu vois. Ah ouais, donc dès la 6e, tu t'étais dit Ouais. c'était gendarmerie. Et donc, Ouais, en effet, pour préciser, t'as pas besoin d'avoir fait un bac plus 5 pour être gendarme, ou d'avoir une spécialité, genre un bac S, puis des études de droit. Il n'y a pas besoin de faire ça pour être gendarme. Donc en effet, Non. tu t'étais dit je fais des études pour sécuriser, Ouais. et puis un jour viendra où je passerai les concours, etc. Ouais, c'est ça. Il y a besoin d'un bac plus 5 quand même pour être officier. Oui, c'est ça. Ouais, en fonction Mais, du grade que tu veux, il faut ouais. un certain Mais nombre. ouais, dès petit, j'avais envie de faire ça. En fait, c'est con, mais la télé, tu sais, c'était enquête, 90, Ah oui. 90 enquêtes là sur la gendarmerie. Oh, ça m'a matrixé quand j'étais petit. T'étais fan, quoi. Ah ouais, mais J'adore. ah ouais, c'était incroyable. Et j'ai jamais quitté ça. Et alors, tu vois, sur ces émissions-là, tu vois, t'as souvent les pompiers, le SAMU et les gendarmes, ou même la police. Et ouais, j'avais flashé sur la gendarmerie. Alors les pompiers un peu, tu vois. Ok. Mais gendarmerie, ouais, à fond. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. La troisième et la seconde. Ouais. Et c'est là où genre, je me dis, ouais, il va falloir peut-être trouver comment je peux devenir gendarme, me renseigner. Et- Pourtant, tu passes ton bac,
et tu te dis je vais quand même faire un bac+2. Donc tu t'étais dit quand même que tu allais vraiment essayer de pousser les études au cas où. Pourquoi? C'était quoi la raison d'ailleurs Bah en fait, si tu veux, vu que j'ai redoublé, j'avais 18 ans en terminale. Ouais. Et en fait, si tu veux, quand je m'étais renseigné en seconde, je savais que je pouvais devenir gendarme réserviste à partir de 17 ans et demi. Okay. J'ai tout fait pour devenir gendarme réserviste, pour déjà me mettre un pied dans le métier et voir ce que ça peut donner. Et c'est vrai que dès ma terminale, au final, je me suis inscrit. Et après, je me suis dit je suis dedans. Enfin, je vais être dedans. Et puis je vais continuer les études pour voir déjà ce que ça vaut pour une première année ou même une deuxième année. Et en même temps, je fais des études, ça me permet de voir le métier, mais en même temps de continuer les études. Et au moins, je me dis, je me mets pas dans la galère si j'aime pas le métier en fait. Ouais. Parce que donc on est toujours dans la même idée, c'est backup, c'est de se dire voilà, au moins j'ai une solution de secours. J'avance avec mon idée principale et j'ai la solution de secours qui est là si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Ok. Et les premières expériences en gendarmerie, c'est comment? Enfin, déjà, qu'est-ce que tu peux faire en tant que gendarme réserviste? Est-ce que tu fais tout comme un gendarme professionnel ou est-ce que tu as des spécificités? Et puis surtout, toi, qu'est-ce que tu en as appris? Est-ce que ça t'a plu, etc. Alors, tu fais vraiment pas comme un vrai gendarme, celui qu'on appelle d'actif, nous. C'est ils sont au bureau, ils font des patrouilles, voilà. Nous, c'est vraiment typé vraiment événements comme les courses de cyclistes, les événements sportifs, ou alors vraiment en brigade où on vient en support des actifs. Ouais. Et on les renforce justement. Et donc on fait tout comme eux, sauf la partie administrative. Okay. Voilà. Et franchement, bonne expérience au départ, même si c'était compliqué parce qu'au final, j'étais la première promo après Covid. Franchement, ça m'a donné une bonne expérience. Quelles sont les choses qui t'ont marqué dans l'expérience gendarme réserviste à ce moment-là? Ouais, sur les 2 premières années, ouais, parce que j'ai fait beaucoup de jours. Ok. Mais tout ce qui est incendie ou même retrouver des cadavres, c'est pas. Ça choque. Et ça t'arrive jeune. Est-ce qu'il y a une manière de gérer ça? Enfin, est-ce que déjà on est choqué, même si c'est notre métier, comment on le gère? On se prépare pas à ce genre de choses. On se dit pas, je vais faire ce métier-là pour retrouver quelqu'un mort ou etc. Ouais. Comment du coup on le vit? Est-ce qu'on se prépare? En fait, tu peux pas forcément te préparer à ça. Alors on te prépare sur la formation si tu veux. Okay. On dit un jour forcément, ou j'espère que ça vous arrivera pas, mais vous pouvez avoir un cadavre devant vous. Il faut savoir le gérer, comment le gérer, pas être en panique. Un accident de voiture, des fois ça peut être choquant. Ouais. Non, tu le prépares pas, on te le dit, mais en fait c'est toi. Hein. Tu es un peu livré à toi-même à ce moment-là. Ouais. Après, si t'arrives pas à le gérer, on est toujours, tes collègues seront toujours là, au moins pour t'assister et te mettre dans des meilleures conditions. Mais c'est vrai que ça reste toujours choquant, mais faut faire avec, je pense. C'est le métier, quoi. C'est le métier, même si c'est pas ce qu'on veut. Moi, je partais plus du principe que je pouvais aider les gens. Okay. Toi, c'est pour ça que tu as choisi d'être gendarme réserviste. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout aider les gens dans le besoin et pas faire ce métier-là pour les cadavres et ni pour arrêter des bandits, tu vois. Même si c'est une partie du travail. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis en fait, ça, tu sais, quand t'as 18 ans, ça, je sais pas comment te dire, mais c'est formateur. Ouais, et puis ça donne beaucoup de responsabilités en fait d'un coup, parce que tu dois gérer une arme, parce qu'elle est quand même chargée quand t'es en patrouille, il faut le dire. T'as un bâton, un BTP, tu peux faire très mal avec. Ouais. T'es quand même lourdement armé alors que t'as 18 ans.
tu vois. Ouais. Donc c'est beaucoup de responsabilités quand même sur tes épaules, tu dois pas faire n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'à 18 ans, ça te donne direct des responsabilités et je pense que ça a été une bonne chose, directement. Ouais, c'est formateur. Ouais, carrément. Ensuite, tu as fait le choix donc d'un BTS, on en a parlé. Quel BTS tu as fait et pourquoi tu l'as choisi? Bah, direct dans la lignée du bac, STI 2D, énergie environnement. Je suis parti dans les LEC, forcément. J'aurais pu partir faire autre chose que mon BTS, mais je suis parti en BTS électrotechnique. Un terme assez compliqué qui ne veut tout et rien dire. Et on le voit pendant la formation, ça veut tout et rien dire. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, on te forme à être électricien, mais en même temps à pouvoir être dans les bureaux, faire les bureaux d'études. Okay. Alors c'est très vague hein, quand tu fais ton BTS, t'apprends énormément de choses sur le tas. Puis moi c'était aussi encore Covid. Quelle galère ce Covid. D'ailleurs tu l'as bien vécu la période Covid, cela on en parle beaucoup. Ouais. Pendant le bac, heureusement qu'il était là, je pense. Pour que je l'ai. Oui. Du coup, toi, c'est l'année bac. Le Covid. Ouais, c'est ça. J'ai eu mon année avec, mon bac avec le Covid. Ouais, je pense heureusement qu'il était là. Hein. Ça m'a bien aidé en tout cas pour le passer. Et puis, dans la continuité, le BTS, il est passé dedans aussi un peu, forcément. Sur la première année, c'est tout. Sur la deuxième année, c'était normal. Ouais. Mais BTS électrotechnique, c'est compliqué comme BTS quand même. Parce que, moi je venais des STI 2D, énergie environnement, mais en fait tu vois que t'as presque rien appris en fait. Ouais. De l'électricité et puis il y a tellement de choses, c'est incroyable. Tellement de choses à apprendre, tu peux pas tout apprendre, donc t'apprends sur le tas, après, plus tard. Ouais. Mais ça te donne des bonnes bases déjà. Et puis c'est vrai que du coup ça te donne plein d'opportunités pour après. Si tu veux être électricien dans le bâtiment, si tu veux être électricien en usine, si tu veux travailler dans les bureaux. Tu vois, moi, si tu veux travailler dans le photovoltaïque, sur de l'éolien. Et ça laisse place aussi à continuer, pourquoi pas les études sur une licence ou un master ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Okay. Bah ouais, du coup, parce que si tu veux, c'est plus, du coup, ça serait plus typé bureau d'études. Okay. Si tu continues. Ouais. Je me suis inscrit à faire un bac plus 3, une licence. Et il fallait trouver une alternance. Et j'aurais pu trouver, mais j'avais pas l'envie en fait. Parce qu'à ce moment-là, je voyais que du coup, moi je voulais rentrer en gendarmerie. Je me dis c'est l'année où je peux passer les concours. Je me dis bon le BTS. Puis si je fais en plus une année de plus après en licence, ça va pas forcément me servir à grand chose quoi. Ok, et avant de continuer, parce que là on va arriver à la fin de tes études, j'ai décidé d'avoir une petite séquence avec 12 questions qui seront, je pense, les mêmes pour tous les épisodes. Okay. 12 questions auxquelles il faut essayer de répondre rapide, parce que c'est des questions rapides. Le premier truc qui te passe par la tête. T'es prêt? Allez, vas-y. Allez. Chaud. Alors, ton endroit préféré pour réfléchir? La colle. Première question, la colle. Faut répondre au tac ou Ouais, faut essayer de répondre au tac au tac. Oh là là, Ça peut être un moment ou un endroit pour réfléchir. Franchement, le canapé. Ok. Après le travail? Ouais, de ouf. Je kiffe trop. Une chanson que tu pourrais écouter en boucle? Je suis très nul là-dessus. Hein. J'en ai aucune idée, quoi. Ou ta chanson du moment? Alors, j'aime beaucoup Big Flo et Oli. Ok. Mais donc, je kiffe leur album. Donc, en fait, j'ai envie de te dire l'album entier, mec, ça me va très bien. Ok, ça marche. Allez, je prends. Ton truc qui te motive quand tu te lèves le matin? Ne pas savoir ce que je vais faire dans la journée ou alors très peu. Ça, j'aime bien. Ok, parce que t'adores l'imprévu? Ouais, je kiffe ça. Ok, ce que tu as fait avant de venir ici pour le tournage de ce podcast? J'étais sur le toit en train de changer des ardoises et des crochets. Ok, et explique quand même pour faire quoi, parce que dit comme ça... Pour mettre des panneaux chez mes parents, donc j'étais en train de refaire la toiture. Ouais. Si tu pouvais changer un truc dans le monde, tu changerais quoi? Tu me poses des questions là.
Qu'est-ce que je changerais dans le monde? Bah, les autres, ils ont un avantage, ils auront pu écouter les questions et répondre plus facilement. Mais ouais, c'est ça. Non, franchement, de la bienveillance envers tout le monde, je pense que ça manque à tout le monde, je pense. Ouais. Une appli que tu ouvres tous les jours sur ton portable. Ouais, TikTok, hein. Ça, c'est terrible. Hein. Ouais, c'est terrible. Ah ouais, c'est terrible. Moi, ça me rend fou. Un truc que t'aurais aimé apprendre plus tôt. Bah, pas grand-chose, en fait. Je pense que, tu sais, je kiffe bien apprendre sur les moments. Ok. Un endroit qui te fait rêver et où t'aimerais aller. Retourner à La Réunion. Ok. Ouais. C'est un voyage que t'as fait quand t'étais jeune? Ouais. Et alors, ça donne quoi La Réunion? Ouais, j'ai kiffé. Alors, j'étais petit, donc forcément pas beaucoup de souvenirs comme si tu partais en tant qu'adulte. Ouais. Mais ouais, souvenirs de fou. Un truc qui t'énerve mais qui ne devrait pas autant t'énerver que ça. Oh, je m'énerve beaucoup. Hein. Oh, moi, il y a des trucs qui peuvent me rendre fou. C'est-à-dire, un exemple. Genre, exemple, là, tout à l'heure, je descends la boîte de crochet qui est dans une boîte en bois et je fais tout tomber. Ça m'a rendu fou. Ok, les petites erreurs du quotidien, par exemple, un truc qui te rend fou, quoi. Ouais, ça me rend fou. Est-ce que tu as un rituel avant un moment important? Ouais, que je suis bon, que je suis fort, je suis beau. Non, je rigole. Non, franchement, non, j'ai pas de rituel, non, je t'avoue que... Tu te laisses stresser et puis tu vis le moment, quoi. Ouais, c'est ça, un peu. Une personne connue ou pas que tu aimerais rencontrer? Omar Sy. Ok, pourquoi? Je kiffe ses films. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais, je kiffe de ouf. Et j'ai l'impression que c'est un bon mec. Okay. Et je voudrais trop le rencontrer. Extra. Et la dernière question, c'est le truc dont tu es le plus fier dans ta vie. Ne pas avoir plongé plus que ça après des déceptions, tu vois. Ouais, dont on va parler maintenant justement. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, donc, tu as commencé à en parler, tu étais gendarme réserviste. Ouais. En parallèle de tes études, tu as fait ton BTS. Et donc, à l'issue de ton BTS, tu t'es dit, soit c'était la licence globalement, soit c'était la gendarmerie. Tu t'es dit, ça y est, c'est le bon moment. Je veux me lancer en gendarmerie. C'est ça. Avant de nous raconter comment ça s'est passé, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, les sélections déjà pour être gendarme? Est-ce que tu avais un avantage déjà en étant réserviste? Et sinon, comment se passe la sélection, quoi, globalement? Alors, il n'y a pas forcément d'avantage d'être réserviste. Chacun peut le voir comme un avantage ou pas, mais si tu veux, tout dépend parce que tu peux passer en tant que, on va dire, civil, le concours et tu as le droit à 3 chances. Et en tant que réserviste, mais c'est complètement différent. Et tu as le droit aussi à 3 chances. Donc moi j'avais le droit à 6 chances en tout en fait. Ok. Donc en fait ça me donnait du coup plus de chances de pouvoir le passer. Ouais. Et donc moi j'ai passé que le concours en tant que réserviste à chaque fois. Donc du coup en fait tu passes le français. Donc en fait c'est une disserte comme au bac que tu passes. Pour les réservistes, si tu veux, c'est des questions sur la gendarmerie, vraiment typé gendarmerie militaire. Ok. Donc il faut apprendre forcément parce que en fait t'as pas forcément de cours, donc t'apprends avec des bouquins. Ouais. Voilà. Et puis après, je sais qu'en tant que civil, c'est vraiment des questions du quotidien en fait, de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Donc faut. C'est juste pour juger de la capacité de la personne à réfléchir, à poser, à écrire ses pensées, des choses comme ça, quoi. Ouais, et puis surtout à bien écrire aussi, parce que on nous apprend à l'école qu'il faut faire des introductions, des parties, sous-parties et conclusions. Ouais. Et en fait, ça c'est important, en tout cas de le faire sur l'examen, parce qu'au final ça montre que tu es ordonné. Ouais, que tu as une structuration de pensée déjà. Ouais, c'est ça, et que tu fais pas tout à l'arrache et que tu écris juste un oui, quoi. Ouais. Donc ouais, t'as ça, et puis après t'as tout ce qui est... Alors tu passes des épreuves... Alors attends, non, il n'y a pas ça. C'est que tu passes cette épreuve-là en écrit, en français, et donc après tu reçois les résultats, et en fonction de ton résultat, tu passes à l'épreuve suivante. Ok. Donc voilà. Moi, la première fois, j'ai passé. Voilà. Et puis après, donc du coup, tu fais le sport. C'est un parcours à faire qui est assez physique quand même. Il faut bien s'entraîner avant. Ouais.
Et donc t'as sport plus la psycho. Et alors t'as un autre truc sur ordinateur, un peu tu sais maths. Ok. Mais Logique un peu. Ouais, maths logique un peu. Et plus après un entretien, comme un entretien d'embauche en fait, Ok. avec des gendarmes. Où là il faut venir en tenue si t'es réserviste, savoir se présenter, etc. Ils vont te poser aussi à l'entretien d'embauche des questions techniques sur la gendarmerie, sur le port de l'arme, sur des textes de loi. Ok. Donc il faut connaître aussi, Ouais. c'est important. Et puis ouais, psycho quoi. Donc devant une psy. Voilà. Et donc ça t'avais bien réussi. Ces examens-là, tu les avais passés. Je les Et ai t'étais tous donc passés. arrivé à l'entretien final. Ouais, c'est ça, j'ai fait l'entretien final aussi. Ok. Et après, bah, du coup, après tout ça, j'avais plus qu'à attendre les résultats de savoir si j'étais pris ou pas en école. Malheureusement pour moi, j'ai pas été pris. Ok. Et est-ce qu'ils te donnent les raisons? Non, du tout, non. Non, on te dit juste que t'as pas eu une note assez suffisante, donc t'es juste pas pris, voilà. Ok. T'apprends comment les résultats? C'est résultats en ligne un peu Ouais, comme le bac. ouais, c'est ça, résultat en ligne, totalement. Ok. Comme un concours en fait. C'est particulier parce que tu as 6 chances, donc on peut se dire que même si tu en rates une, en fait, il n'y a rien de grave dans la mesure où tu as encore des occasions d'aller passer des sélections. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu le vis comment le premier résultat que tu reçois, le premier nom? Ouais, coup dur quand même. Parce que, en fait, faut savoir que les concours en gendarmerie, c'est une fois par an. Ok. Donc, tu loupes ton concours, ta première chance, du coup, bah, il faut attendre un an après. Donc, bon, c'est bien, j'ai 6 chances, mais je vais pas passer 6 ans à faire le concours, quoi. Ouais. Mais ouais, première fois, très, très dur, quand même. Mais je me démotive pas et je me dis, bon, bah, j'ai peut-être pas assez, je suis peut-être pas assez mûr pour eux, parce que je me dis c'est peut-être sur l'entretien d'embauche où bah, j'avais 19 ans donc et peut-être que pour eux ils voulaient me préserver aussi, tu vois. Ouais. Et de toute façon on a toujours, on a 3 chances, 6 chances moi. Donc je me dis ça, je me dis bon ouais, c'est pas grave, je le retenterai l'année prochaine. Ok. Et je l'ai retenté. Et donc j'ai passé l'écrit et je travaillais déjà en plus. Et je passe l'écrit et puis je reçois la note là et puis j'étais pas pris non plus. Ok. Et là ouais là j'ai pris un vieux coup dur là. Là je crois que c'était le moment le plus dur de ma vie je crois. Parce que là, c'est là où tu t'es dit, en fait, c'est foutu, quoi. J'y arriverai pas, j'abandonne, quoi. Ouais c'est un peu ça, c'est un peu lâche hein, quand même mais ouais je me dis en fait ouais, là c'est dur, je suis déjà rentré dans la vie professionnelle en tant qu'électricien. Ouais. Donc j'ai déjà des portes. Mais ouais, je me dis, wow, c'est dur. Je sais pas trop quoi. Enfin, en fait, c'était dur de se détacher de ça, en fait. Et de se dire, bon, bah, peut-être que, bon, au bout de 2 fois, quand même, tu te dis, bon, bah, c'est peut-être pas fait pour moi. Ouais. Peut-être que, bon, voilà, ils te mettent un peu sur la sellette, mais tu te dis, bon, bah, écoute. C'est comme ça. Moi, je sais pas, je le sentais pas de le retenter une 3e fois. Ok, parce que l'envie était passée. Tu t'es dit, c'est peut-être pas en fait ce que je dois faire. Ouais, c'est ça. Puis après, avec l'expérience en gendarmerie en tant que réserviste, tu vois, ouais, je me dis en fait, peut-être que c'est pas plus mal juste d'être réserviste et de kiffer juste son moment en fait, de temps en temps. Ouais. C'est comme un peu avec le sport pour certains, je pense. Tu sais, juste le week-end, tu te dis bon bah vas-y, je vais me faire une course à pied ou du vélo de temps en temps quoi. Donc, je le voyais plus comme ça au final. Je pense que c'était plus pour me remonter le moral. Okay. Et je me dis ouais, mais en fait, j'ai fait des études aussi derrière, donc elles vont pas forcément me servir à rien. Ouais. Et la gendarmerie aussi, c'est quelque chose de dur parce que bah, il y a des gens qui savent pas, mais tu peux travailler 10 jours de suite. Hein. Ouais. Et t'es en caserne, donc tu vois pas forcément ta famille, tu fais des heures pas possibles, tu lui comptes pas tes heures. Donc ouais, je pense que je me suis remis en question et en fait ouais, je voulais peut-être plus faire ça en fait. Et c'est quoi alors pas ta réaction sur le moment, on l'a comprise, mais ton sentiment pendant les jours, les semaines
peut-être les mois même qui suivent le truc. Enfin, en gros, tu viens de te prendre un peu l'échec que tu pensais pas prendre, quoi. Donc ça se surprend. Mais c'est comme des gens qui candidateraient à un concours de médecine ou des choses comme ça. Donc où on candidate à une école, on l'a pas. Donc ça peut vraiment servir à tout le monde. Ce genre d'expérience que tu as eu, c'est comment finalement tu te comportes à ce moment-là, en fait. Du coup, je me remets en question, tu vois. Et en fait, je remets tout en question. Ah oui, j'allais demander justement, qu'est-ce que tu remets en question? C'est tes compétences ou c'est carrément toute ta vie? Je me suis remis en question surtout. Okay. Je me dis, ça se trouve, là, donc du coup, gendarmerie, je me dis, si j'abandonne cette idée-là, je vais faire électricien. Mais je savais pas trop dans quoi, forcément, parce que j'avais pas cherché, en fait. J'avais passé mon BTS, mais j'avais pas forcément cherché derrière, ce que je voulais vraiment faire dans ce milieu-là. Et donc je me remets en question sur mes études, je me dis mais en fait je sais bien, j'ai fait des études mais en fait je sais même pas si je veux partir là-dedans en fait. OK, ouais. Et c'est là où tu prends conscience en fait que ce que tu as fait comme études et comme parcours scolaire va te servir en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me remets en question à la limite de reprendre un parcours totalement différent. OK. Tu vois, à ne pas faire électricien. En fait, je me dis mais ça se trouve j'ai envie d'être paysagiste, tu vois, ou je suis passé par là, paysagiste, même conduire des bus ou des cars. Donc rien à voir avec tout ce que je voulais faire, mais je sais pas, remise en question totale. Et donc ça, alors c'est après tes études, c'est quelle période pour toi? Tu fais quoi pendant ce temps-là, pendant toutes ces réflexions? Je travaille moi, j'étais intérimaire pour une boîte et je faisais de l'électricité pour des grosses pompes à chaleur au-dessus de grands magasins. En fait, tu continues à travailler en même temps que tu avais cette remise en question et de te dire mince, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, c'est ça en fait. Et heureusement que c'était un boulot assez simple pour pouvoir me remettre en question tous les jours et de chercher en fait ce que je voulais vraiment faire. Ça m'a aidé ça. Et alors. Et combien de temps ça met à peu près comme période? Ça dure combien de temps et comment tu trouves la solution entre guillemets? Ça a mis, je sais pas, peut-être 6 mois. Ouais. 6 mois et puis en fait, alors pour dire que en fait au départ j'étais dans une entreprise à côté de Brest et j'ai déménagé donc du coup dans l'Ille-et-Vilaine en ce moment là où je suis. Ouais. Voilà et donc j'étais au chômage du coup. Ça c'est pendant combien de temps? Parce que du coup tu as eu d'abord ton travail d'intérimaire. Ouais, c'est ça. Pendant combien de temps à peu près? Pendant 1 an à peu près. Ok, 1 an après les études. Et ensuite du coup une période de chômage? Ouais, c'est ça, de 6 mois. Ok. C'est ça. Et puis en fait, c'est arrivé, la remise en question, elle est arrivée à peu près au bout de vraiment 2 mois avant de la fin de là où je travaillais. Et donc après, chômage à Rennes. Et du coup, tu te remets en question pendant longtemps parce que du coup, tu sais pas trop quoi faire, dans quelle branche tu veux aller. Et ouais, je suis passé par plein d'étapes. Je voulais même aussi faire alors je sais plus comment ça s'appelle, mais alors c'est à la SNCF, c'est la sécurité de la SNCF. Ah oui, okay. En fait. C'est pas contrôleur, c'est genre sécurité ferroviaire, quelque chose comme ça. Exactement, ouais. Et je suis même passé par cette étape-là, j'avais des contacts et je me dis mais pourquoi pas, en fait ça se rapproche énormément de la gendarmerie, il y a beaucoup de côté social, t'es fonctionnaire forcément. Mais c'est beaucoup moins dur que la gendarmerie. Je me dis en fait pourquoi pas, ça relie énormément ce que j'aime. Ouais. Et en fait je me dis mais en fait il faut passer des concours, il faut aller à Paris pendant 1 an. Et je me dis en fait non, je me vois pas refaire des études, c'est pas des études mais formation. Une formation pendant 1 an quoi. Non, c'était trop, et puis loin. Ouais. À Paris je me voyais pas. Et je sais pas, j'ai voulu tenter, je sais pas comment c'est arrivé du jour au lendemain, déclic. Ok. Et c'est par hasard le déclic ou c'est c'est peut-être les réflexions qui ont poussé au bout d'un moment? Ouais, c'est beaucoup de réflexions. Hein. Ouais. C'est arrivé au début, mais après c'est revenu. En fait, c'est comme un yo-yo en fait. Hein. Ouais. Et après, en fait, il faut se lancer de ouf. Parce que si tu te lances pas, c'est bien, tu peux attendre, hein, mais tu vas rien faire. Ouais. Et je pense que c'est la pire chose à faire, c'est d'attendre que ça vienne. Ok. Parce que ton cerveau il réfléchit tous les jours, il se remet en question tous les jours.
Et je pense que ouais, c'est pas forcément bon. Donc c'est quoi ton conseil? C'est d'essayer de faire des choses, de tenter, quitte à faire de l'intérim, quitte à faire des petites missions ou lancer même ses propres projets un peu à gauche, à droite. Ouais, c'est ça, toucher à tout. Ok. Si tu sais pas encore trop ce que tu veux faire, va chercher du taf, mais dans n'importe quoi. Moi, je suis passé par l'usine, je savais que je voulais pas faire ça au moins. J'avais fait un taf avant, l'intérim. Ouais, j'avais déjà touché à pas mal de choses déjà, donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup recentré de ce que je voulais faire. Et je me suis dit bon je vais me lancer. Enfin en tout cas moi je savais que je voulais partir dans une petite entreprise déjà, et pas dans une grosse. J'avais déjà vu avec l'intérim ce que c'était une grosse entreprise, et je voulais vraiment être dans l'artisanal, avec une petite entreprise, très peu de salariés. C'est ce qui me convenait le mieux, et au final j'ai trouvé une entreprise qui m'a accepté, qui m'a donné ma chance. Un peu par hasard du coup, pendant l'issue de ta période, pendant ta période de chômage, mais du coup c'était l'issue de ta période de chômage. Ouais. Au bout de 6 mois à peu près, un entretien d'embauche proposé par France Travail ou c'est... Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Par France Travail, ouais. Directement. Puis une semaine, tu vois, entre le coup de fil et l'entretien. Et le soir même, il m'appelle, je suis pris. Ok. Je fais c'est incroyable. Et toi, de base, tu te dis quoi? C'est genre trop bien, j'ai trouvé ma voie, c'est le taf que je voulais, ou tu te dis on va essayer et on verra ce que ça donne si ça me plaît? Non, c'est un peu ça, ouais. Je me dis en même temps, je me suis lancé là-dedans, pas par hasard quand même, où j'avais beaucoup réfléchi. Ouais. Je me suis dit en vrai, je pense que ça peut être une voie qui pourrait m'intéresser potentiellement, mais c'est que potentiellement parce que j'avais jamais touché forcément. Et je me suis dit c'est une expérience et il faut la tenter en fait. Et je verrai bien ce que ça donne. Et 1 an et demi après, je suis toujours là-dedans quoi. Ouais. C'était donc la bonne solution, la bonne voie, ta voie en tout cas à toi. Ouais, et puis je kiffe de ouf. J'apprends plein de trucs. En fait, il y a le social qui rentre depuis que je suis tout petit, parce que la gendarmerie, c'est du social. Donc, je suis avec les clients. Du social, c'est du travail par équipe. Okay. Donc, pareil, en gendarmerie, je travaille par équipe. Et puis, électricité, c'était ma voie de départ. Donc, en fait, ça réunit énormément de points que j'aimais. Ouais. Et tout en trouvant ce travail-là en fait. Ouais. Ok. Et pour revenir à cette période un peu là de doute que tu avais eu, de réflexion, tu te sentais pas, où évidemment t'es pas au top. C'est quoi le moment, c'est quoi la chose qui est la plus compliquée à gérer dans cette période-là? Est-ce que c'est de se dire juste qu'on est nul par exemple ou machin, ou est-ce que c'est de se dire mince, en fait je viens de perdre mon rêve et je sais plus quoi faire? Est-ce que c'est de se dire faut que je trouve un métier et tu vois, il y a rien qui me plaît. C'est quoi le moment ou la chose la plus compliquée en fait dans cette période? Ouais, je pense que c'est de pas partir en dépression, je pense. Je pense que c'est la plus dure en vrai. Parce que tu te remets en question, t'as tout dans ta tête. Faut pas sombrer quoi. Ah ouais, non, faut voir du monde, faut beaucoup parler, même parler avec la famille, les amis surtout, c'est hyper important. Ouais, moi ça m'a beaucoup aidé ça. Et de pas être seul, ouais. Ouais, donc l'élément qui t'a fait avancer, c'est justement de garder cette phase de proximité avec des gens, de toujours rester en contact, de réfléchir aussi beaucoup en travaillant, comme tu le dis, t'as exploré des choses. Ouais, c'est ça un peu les éléments que tu retiendrais, que tu donnerais comme conseil à des gens qui peuvent vivre des échecs, c'est de se dire on continue d'avancer, faut pas ruminer trop longtemps. Ouais, c'est ça, faut pas rester à rien faire quoi. Ouais. C'est même, vous trouverez votre voie, c'est sûr à 100%. Ça peut prendre très longtemps, mais de toute façon, faut travailler. Déjà, ça va occuper votre cerveau, mais déjà, vous allez recentrer sur ce que vous n'aimez pas faire et ce que vous aimez faire. Ouais. Et ça, c'est trop important. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance petit déjà de savoir à peu près là où je voulais aller. Surtout, en fait, sur des points clés comme être avec des clients ou parler avec des clients. Après, là, cette électricité,
c'est vrai, en fait, faut aller chercher plus loin qu'au jour même, si tu veux. C'est pas parce que tu fais des études, par exemple, je prends la médecine, mais c'est pas parce que t'es parti en médecine qu'il va falloir que tu vois que la médecine, tu vois. Ouais, oui. Et c'est important d'élargir ses horizons. Ouais, c'est qu'est-ce que t'as fait avant, quand t'étais petit, qu'est-ce que t'aimais. Et ouais, c'est beaucoup de ça, en fait. Alors forcément, des fois, moi, au travail, il y a des trucs ça me plaît pas. Ouais. C'est comme dans tout travail, hein. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de points positifs pour aimer son travail. Ouais, c'est sûr. Et puis moi, je me dis, de toute façon, si un jour je devrais quitter mon travail, c'est que si j'ai la boule au ventre pour aller le matin au travail et si j'ai pas l'envie, en fait. Ouais. Et si je me lève et que j'ai pas l'envie, pour moi, en tout cas, je vois pas à quoi ça sert d'aller au travail. Et c'est là où je me remettrai en question et que je retrouverai quelque chose par ailleurs. Mais là, ça c'est bien fait. c'est pas pour tout le monde comme ça, mais ouais, j'ai de la chance de trouver assez jeune quand même. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Qu'est-ce que tu as appris pendant la période de doute sur toi que tu connaissais pas forcément avant? Est-ce que tu t'es découvert un peu des choses où tu t'es dit je me surprends moi-même à réussir par exemple à aller de l'avant ou à communiquer de telle et telle manière Ouais, je me suis beaucoup surpris je me suis découvert surtout quand j'ai commencé à travailler en tant qu'intérimaire. Je me suis surpris sur la façon dont je travaillais. Ok. Par rapport à comment je travaillais à l'école, en fait. Si tu veux. Ouais, parce qu'à l'école où tu avais peut-être ce truc un peu dévalorisant de te dire mince, je suis pas au niveau des autres. Ouais, c'est ça. Faire des meilleurs. Ouais, moi j'étais bas de classement. Hein. Ouais. Et finalement, en fait, quand tu rentres dans le monde pro, tu te rends compte que c'est pas parce que les autres avaient des meilleures notes que finalement ils sont meilleurs que toi. Ouais, c'est ça. Dans ton boulot, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, non, je me suis vachement découvert. En fait, je me suis beaucoup donné sur apprendre plus que ce que je connais déjà. Et donc, du coup, ça m'a permis de pouvoir, comment on dit, gérer des personnes, en fait. Ouais. Manager un peu des personnes, à leur faire apprendre le métier qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à prendre confiance en moi aussi. Et ouais, ça j'ai bien aimé en fait. Parce que alors depuis tout à l'heure on parle beaucoup travail et école. Quelle place pour toi ça occupe le travail dans une vie? C'est quoi ta vision un peu du travail par rapport à un parcours de vie en globalité? Est-ce que c'est central dans ta vie? Est-ce que pour toi c'est hyper important d'être investi dans son travail, de s'y donner, etc. Est-ce que pour toi c'est un moyen de payer, par exemple, une vie que tu entretiens autour? Voilà. Parce que... Ouais. Le travail, ouais, c'est quelque chose forcément d'important dans la vie de tout le monde. Parce que ça prend plus que la moitié de notre temps, forcément. Et ouais, alors moi je m'investis énormément. Alors ça, je pense que c'est propre à chacun. Est-ce que trop s'investir, est-ce que c'est bien? Ou pas assez s'investir, est-ce que c'est bien? Moi, je décide de beaucoup m'investir pour gagner forcément en compétences au départ et être sûr de moi sur ce que je fais. En tout cas, parce que j'ai pas forcément le droit à l'erreur quand j'installe des panneaux chez les clients. Ouais. Parce que c'est pas chez moi et donc j'ai pas envie de cramer leur maison, quoi. Parce que franchement, c'est une vie. En tout cas, je pense que pour tout le monde, ou pour beaucoup de jeunes, ou même pour des trentenaires, 40, ceux même qui ont 40 ans, et genre avoir une maison, c'est le saint graal, je pense. Ouais. Aujourd'hui, ça coûte cher. Je pense que c'est la réussite. C'est d'avoir sa famille, d'avoir construit sa maison, d'avoir sa propre justement, voiture. alors, j'allais te demander, pour toi, ça veut dire quoi réussir dans la vie? Ouais, si je te dis ça veut dire quoi réussir dans la vie, pour toi, c'est quoi? C'est un peu ça, ouais. C'est d'avoir sa maison, sa famille, être bien, et d'être heureux. C'est pas forcément être PDG d'une grande boîte, voilà. Ouais, non. Ok. Tu peux le devenir et être heureux, être PDG si tu veux, mais non, moi, non, pas du tout. Tu auras réussi ta vie quand tu auras construit. Construit ou acheter une maison, quoi. Et avoir ma famille. Un cocon, voilà, une famille autour. Ouais, c'est ça. Puis après, je serais bien. Je me dis, c'est bon, j'ai réussi le plus dur. Ouais. Après, il faut pouvoir payer tout ça derrière.
Mais ouais, déjà j'aurais réussi quelque chose. Et même si c'est dans 10, 15, 20 ans que j'ai réussi, au moins je l'aurais fait, quoi. C'est un peu la vie, hein. Si tu regardes, hein, en fait, tu fais les études, tu vas travailler, tu construis ta maison. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se payer un logement. Non, loin de là même, hein. Et c'est même terrible, hein. Mais ouais, si ça peut être... ouais, pour moi, c'est le must, hein. Et est-ce que tu as vécu une sorte de pression, par exemple, quand tu étais un peu plus jeune, au collège, lycée, sûrement plutôt au lycée d'ailleurs et au début de tes études, de te dire je dois réussir ma vie, je dois avoir un super boulot, je dois, je sais pas, tu vois, construire ce cocon familial. Est-ce que c'était une pression qui pouvait par exemple être un peu angoissante ou au contraire tu étais très décomplexé de tout ça et plutôt focus sur toi, ce que tu avais envie de faire et ton bien-être? Ouais, non, ouais, c'est plus ça. Okay. J'étais plus focus là-dessus, moi. Enfin, j'ai de la chance parce que mes parents sont plutôt bien financièrement, donc j'avais pas cette peur-là derrière. Même si j'arrive pas à trouver quelque chose, au moins je sais qu'ils pouvaient m'aider. Ouais. Ça, c'est vrai que j'avais pas cette peur-là. C'est loin de tout le monde. J'en connais que c'est vraiment pas ça. Ah non, c'est clair, on n'a pas tous cette chance. Hein. Non, du tout. Donc je savais que derrière je pouvais tenter des choses, refaire des études s'il fallait, mais non, ça va. Hein. Et pour en finir avec ce concours de gendarmerie, est-ce que c'est un échec qui est maintenant genre 100% digéré? Tu te dis en fait c'est un échec dans ma vie, mais en fait j'ai rebondi d'une telle manière que je suis super fier d'avoir fait ça. Est-ce que tu le vois d'ailleurs plutôt comme un échec ou plutôt maintenant tu vois ça comme une opportunité? Tu te dis mais finalement heureusement que ça m'est arrivé parce que en fait je suis peut-être plus heureux avec la vie que j'ai maintenant que j'aurais eu en tant que gendarme. Ouais, carrément. Ok. Ça m'a. En fait, je suis passé tellement autre maintenant. Ouais. Je retenterai même pas de passer le concours, ça m'intéresse même plus. Ma vie que je mène aujourd'hui, ça me va très bien. Non, je suis très bien financièrement, franchement, grâce à ce métier-là qui est très peu connu forcément. Donc forcément, il faut avoir des compétences. Donc c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est important pour toi d'avoir un métier qui rapporte, entre guillemets, d'être financièrement à l'aise, de pouvoir, parce qu'on va l'évoquer sur la fin, là on arrive à la fin de ton parcours, donc on va évoquer un peu aussi la suite, etc. Mais c'est important du coup pour toi d'avoir un métier qui te rapporte suffisamment pour pouvoir voyager, pour pouvoir acheter une maison, pour pouvoir profiter d'activités, etc. Ouais, oui, forcément, financièrement, c'est bien d'être à l'aise, tu vois, de pouvoir gagner. Moi, je me disais, quand j'étais en BTS, tu vois, si j'arrive à avoir un salaire de 2000 € net par mois, ça serait incroyable déjà. Ok, c'était l'objectif que tu t'étais fixé pour la sortie d'études ou dans la vie? Non, dans la vie, tu vois. Je me dis déjà 2000, après j'étais peut-être inconscient, tu vois. Ouais. Ouais, je me dis de 2000 déjà, je me dis putain, tu peux faire quand même pas mal de choses en fait. Ouais, c'est clair. Puis ouais, c'est énorme 2000. Hein. Après forcément, la vie coûte plus cher en ce moment, mais ouais, je me disais 2000 c'est pas mal. Et finalement, alors je sais pas si tu as envie de donner ton salaire, je te force à rien, mais est-ce que tu peux, si t'as pas envie de donner ton salaire, donner une fourchette de combien ça peut gagner un poseur photovoltaïque à peu près? Au départ, si tu veux, quand tu rentres dans ce métier-là, alors il y a très peu de monde qualifié, donc tu vas rentrer à peu près aux alentours de 1008 net. Ok. Tu vois. Et on est déjà pas loin des 2000 que tu visais du coup. Ouais. Et moi je me dis nickel. Ouais. Je me dis franchement bien payé pour ce que c'est, tu vois. Et après tu peux monter. En fait c'est un peu flou si tu veux, mais tout dépend aussi de tes grades. Si t'es chef d'équipe, chef de chantier. Ouais. Ça dépend de l'entreprise dans laquelle t'es, du secteur, etc. Exactement. Mais après en tant qu'ouvrier, juste poseur photovoltaïque, tu peux monter, tu peux viser peut-être les 2000, 2002 quoi, okay. 2003 quand même. Donc ce qui est beaucoup. Plus que ce que tu espérais. Ouais, carrément. Je me disais waouh.
Et non, franchement, je suis content. Et puis ouais, moi je suis aux alentours de en heure, parce que t'as des primes, etc. Donc je donne plus en heure. Ouais. C'est du brut, mais je suis à 13. Ok. 13 de l'heure. Bon, bah, ça parlera aux gens qui ont un emploi déjà ou qui ont déjà eu un premier emploi saisonnier, etc. Bon, il faut dire que j'ai pas commencé à 13, hein. J'ai eu une augmentation, mais au tout départ, moi j'ai commencé à 12. Ok. Bon, bah, ça donnera une idée. En tout cas, peut-être que ça intéressera certains de savoir. Ouais, c'est ça. Et ben, on arrive vers la fin de ce podcast. Il me reste 4 questions très précises. D'ailleurs, tu es le seul qui aura 4 questions pour terminer le podcast, puisque tu vas voir, la dernière question amènera une 5e question à tous les autres qui viendront après toi. Ok. La première que j'ai de questions à te poser, c'est qu'est-ce que tu te conseillerais à toi-même si tu te revoyais il y a quelques années en arrière, par exemple Adrien, 15 ans, Ouais. fin de collège, début de lycée, quel conseil tu viendrais lui donner? Que les échecs, c'est pas grave. Ok. En vrai. Et que tu peux toujours rebondir, en tout cas, sur les échecs. Et en vrai, franchement, c'est pas grave d'avoir peur de faire des échecs, quoi. Enfin, c'est normal. Tout le monde passe par là, en tout cas. Enfin, ou alors à ceux qui sont vraiment très forts. Mais alors là, franchement, bien joué, les gars. Ouais. Pas d'échecs dans une vie, c'est incroyable. Non, c'est pas grave d'avoir des échecs. C'est normal, ça fait parcours d'une vie. Et puis, il faut pouvoir rebondir. Et Faut continuer d'avancer. ouais, c'est ça. Le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se cherche ou qui se sent un peu perdu dans la vie, que ça soit quelqu'un de jeune, comme on a dit, entre 15 et 18 ans, mais même pourquoi pas plus tard, parce qu'on sait que les échecs ça arrive à tout âge, qu'on peut se sentir perdu ou se remettre en question à n'importe quel âge. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un qui dans ces moments-là doute? Attends, faut que je trouve le truc là. Je sais pas comment te dire. C'est gros moment de blanc là. Bah c'est pas grave, je laisserai au montage. Ah là, terrible. Bah force hein. Moi j'ai vécu le calvaire, à toi de te démerder. C'est ça. Prendre confiance en soi surtout, c'est important. Ne pas perdre confiance en soi déjà dans ce moment. Exactement. Faites du sport, c'est le meilleur moyen de se libérer la tête. Ouais. Franchement, ça aide. Et et confiance en vous, quoi. Pour toi, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu espères dans les mois, dans les années à venir, tant professionnellement que personnellement? Maintenant, ton travail, on ne l'a pas dit, tu es donc poseur photovoltaïque, tu es basé à Rennes. Ouais. Donc maintenant, tu as un appartement, tu es un locataire, mais d'un appartement proche de Rennes. Et donc, à partir de cette situation qu'on a maintenant, c'est quoi que tu veux par la suite? Et bah, professionnellement, je voudrais évoluer forcément dans le même secteur. Dans le même secteur, ouais. Carrément. Et devenir chef d'équipe. Ok. Tu vois, ça fait 1 an et demi et bon, c'est peut-être encore un peu tôt, mais je me vois bien chef d'équipe là dans pas longtemps, ou ça peut être dans 1 an, 1 an et demi, quoi. Tu vois, pour que j'évolue et avoir un peu plus de responsabilité en tout cas, ce qui me ferait vraiment pas peur. Après, en tant que perso, si je peux construire ma maison, tu vois, ça serait incroyable, quoi, d'ici peut-être 2 ans, quoi, 2-3 ans. Ok. T'arrives bientôt au goal dont on parlait tout à l'heure en plus, donc c'est pas mal. Ouais, bah presque au goal, parce que tu vois, j'ai pas encore d'enfant, donc... Ça, on attend peut-être un peu encore. Ouais, ça, il faudra bien attendre, ouais. Et j'ai donc la dernière question de ce podcast. Et si tu devais poser une question à la prochaine personne qui sera assise ici à ta place, donc l'épisode 2, quelle serait cette question? Tu peux lui poser ce que tu veux, sérieuse, pas sérieuse, libre à toi. Ok, bah laisse-moi réfléchir. Et là, on est arrivé dans 10 secondes au point où on va s'arrêter parce que je vais prendre des photos avec chacun de mes invités parce que je suis un passionné de photos. Mais donc Adrien, peux-tu me dire quelle question tu poses à la prochaine personne qui sera assise juste à ta place pour l'épisode 2, en pleine trajectoire? Ok, je l'ai toujours. Tu vas l'avoir avant que je m'arrête, s'il te plaît, Adrien. Il me reste littéralement 3 secondes de conduite. Est-ce que la place des réseaux sociaux est très importante dans ta vie perso? Ok, super, j'adore la question. Et bah, c'était le mot de la fin. Merci Adrien d'être venu. On se gare sur un parking très proche d'une plage, à la pointe de Trévignon. On va faire des belles photos. À bientôt aux gens. Mais oui. Et merci d'avoir écouté le podcast. Allez, c'est ciao.